Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais m'adresser à cette table ronde et je vous remercie de m'y avoir invité et de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet, comme vous l'avez dit, très sensible. Et la tâche qui m'a été donnée n'est pas très simple, puisqu'on me demande de faire le point sur les instruments de non-prolifération qui, tout le monde le sait, sont assez vastes et assez compliqués. J'essaierai de faire simple et surtout de respecter le temps qui m'est imparti. Apparemment, nous avons une quinzaine de minutes, auquel cas le rapport écrit contiendra plus de détails, évidemment. Alors, sur le régime, précisément la thématique des instruments de non-prolifération, je commencerai tout d'abord par signaler l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, un accord qui, je vous le rappelle, a été signé entre l'Iran et le groupe, alors j'essaye d'être fidèle à l'appellation, le groupe E3UE+3, c'est-à-dire donc l'Allemagne, l'Union européenne, plus donc la Chine, les États-Unis et la Fédération de Russie, en plus bien sûr de la France et du Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant, c'est d'abord le dernier instrument significatif qui a été signé en matière de non-prolifération, mais surtout il a donné lieu à la fin d'une des crises les plus sérieuses, les plus graves en matière de prolifération, qui a commencé dans les années 2006, avec environ une dizaine de résolutions, je crois 7 résolutions du Conseil de sécurité qui avaient imposé toute une panoplie de sanctions, je reviendrai peut-être tout à l'heure, à l'Iran. Donc, à la suite de cet accord, le Conseil a adopté la résolution 2231, par laquelle donc il suspend ces sanctions, annule les résolutions précédentes et surtout acte l'engagement de la République islamique d'Iran, l'engagement selon lequel elle ne chercherait en aucun cas, alors je cite l'expression utilisée, que la République ne chercherait en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires. Cet accord a permis de résoudre, comme je l'ai dit, la crise la plus grave, mais il est aussi symptomatique de l'affrontement sur la question précisément de la non-prolifération entre États dotés et États non dotés. Ces deux catégories qui ont été mentionnées tout à l'heure par le professeur Pontier et qui sont au cœur d'ailleurs d'un certain nombre de questions que je vais évoquer. Alors, c'est un régime, si on prend l'ensemble, si on considère que ces instruments forment un régime, forment un bloc, on peut considérer que ce régime de non-prolifération est moins marqué par des préoccupations de désarmement au sens strict que par le souci de maîtriser, de contrôler et de restreindre la diffusion des technologies dites sensibles. Alors, on utilise le terme double usage, dual use en anglais, qui veut dire donc des technologies qui sont à la fois à usage pacifique, mais qui peuvent évidemment aussi être utilisées à des fins militaires. Donc le régime vise principalement cet objectif en imposant un mécanisme de contrôle sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais je crois que nous avons des interventions sur l'AIEA et sur le commerce qui permettront d'entrer plus en détail. Donc l'objectif est d'abord d'éviter un détournement à des fins militaires de technologies, des technologies nucléaires, dites sensibles, ce qui a conduit d'ailleurs à la mise en place de quelque chose qui a d'entité, qui pose un problème au sens juridique du terme, qui est ces codes de conduite imposés, qui ont imposé un contrôle sur les exportations de matières nucléaires. Je pense notamment au Club de Londres, au comité de Zanger, etc. Alors on s'interroge évidemment sur le caractère juridique de ces codes de conduite, en plus du soft law d'ailleurs, donnant des directions aux États que des instruments juridiques purs du terme. Mais on pourra y revenir dans le débat peut-être. Pour répondre donc à ces multiples objectifs, ont été conçus depuis un demi-siècle environ une série d'instruments et d'arrangements qui visent les objectifs que j'ai signalés tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que ces instruments et ces arrangements sont le fait d'acteurs très divers. Le Conseil de sécurité, bien sûr, les États eux-mêmes, dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre de conférences diplomatiques, et en dehors, bien sûr, des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Ce qu'on remarque, c'est que le droit de la non-prolifération est fluctuant, il est en évolution constante. C'est un droit qui est marqué surtout par des phases. Alors actuellement, on est dans la seconde phase. Une première phase assez remarquable d'avancée, c'est les années 70, 80. Ça a commencé à la fin des années 60 déjà, mais donc une phase d'avancée spectaculaire, de réalisation. Le TNP en est un exemple, mais les accords de zone dénucléarisés également. Et puis des phases de recul, de crise, à partir des années 2000, avec les crises que j'ai mentionnées sur l'Iran, mais aussi sur la Corée du Nord, nonobstant bien sûr la guerre contre l'Irak de 2003, qui a été, comme vous le savez, motivée par l'accusation fallacieuse d'armes de destruction massive. Donc un régime de non-prolifération à la fois riche et fragmenté, sur lequel j'aimerais m'attarder peut-être avant, dans la limite bien sûr des 15 minutes qui nous est impartie. J'avais envisagé dans la deuxième partie de voir comment ces crises se sont déroulées et surtout comment elles ont été, pour certaines d'entre elles, dénouées. Alors, un régime de non-prolifération à la fois riche et fragmenté. Ce qui est le plus saisissant à prime abord quand on regarde ce régime, c'est la grande variété d'instruments juridiques. C'est à la fois au niveau de leur forme et de leur portée. Alors, évidemment, les traités représentent une part importante, non négligeable, des sources de la non-prolifération, qu'ils soient d'ailleurs universels, comme le TNP, bilatéraux, je pense notamment aux accords avec l'Iran, ou alors régionaux, comme les zones dénucléarisées, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc une diversité à la fois au niveau de leur portée et on verra tout à l'heure au niveau de leurs objectifs. Les actes unilatéraux aussi représentent une part importante de ces instruments. Alors je pense bien sûr aux résolutions du Conseil de sécurité, mais aussi les actes unilatéraux des États par lesquels ils renoncent par eux-mêmes à l'arme nucléaire par des déclarations officielles qui constituent de véritables engagements de la part de ces États. Je pense notamment à l'Afrique du Sud qui a décidé de démanteler, comme vous le savez, ses armes nucléaires. Elle en avait 6 qu'elle construisait dans le centre de Pelindaba, de l'origine du terme Pelindaba, qui est un centre secret, où le régime d'apartheid a mis au point ses armes, mais également l'Allemagne et le Japon, comme vous le savez, de par leur constitution. Et il y a, bien sûr, on retrouve ces actes unilatéraux dans, par exemple, la problématique qui est très liée à la non-prolifération, qui est la problématique de l'emploi de l'arme nucléaire contre les États qui n'en sont pas dotés, voire ce qu'on appelle les garanties de sécurité, voire dans le cas également, on trouve les actes unilatéraux dans le cadre notamment des essais. Et je cite pour exemple le moratoire sur les essais décrété unilatéralement à l'époque par les États-Unis en 1992 pour en quelque sorte échapper aux critiques concernant leur non-ratification du TICE sur lequel je reviendrai. Je reviendrai peut-être rapidement tout à l'heure. Ainsi, à l'approche globale visant à traiter l'ensemble de la problématique juridique et politique que posent les armes nucléaires, on a préféré une stratégie de segmentation. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que une tendance s'est affirmée concernant la mise au point et la négociation de ces traités, qui consiste à fractionner la question de la prolifération des armes nucléaires en plusieurs problématiques, afin d'échapper au débat, bien sûr, sur la légitimité de ces armes, qu'une approche globale n'aurait pas manqué d'ouvrir. Mais c'est vrai que le TNP aborde de manière globale, mais le TNP lui-même, j'y reviendrai, s'inscrit plutôt dans une approche universelle. Alors on a deux approches qui se sont imposées dans la négociation et dans la formulation des instruments. La première approche vise à traiter au plan universel la non-prolifération, c'est-à-dire au plan global. Il s'agit d'aborder à la fois la mise au point, la possession, l'essai. Alors nous avons l'exemple bien sûr pour l'essai du traité d'interdiction complète des essais, le TICE, qui s'applique au plan universel, mais qui évidemment vise surtout les États dotés ou qui ont l'intention de se doter d'une capacité nucléaire militaire. Et puis nous avons au cœur de ce processus d'approche universelle, bien sûr, le TNP. Et puis nous avons l'approche régionale. La deuxième approche, c'est l'approche qui vise à privilégier le cadre régional,
la région devenant en quelque sorte le terrain d'expérimentation de la non-prolifération. Et les traités là sont extrêmement nombreux, sont très proches au niveau de leur architecture, puisqu'ils reproduisent sur le modèle du premier traité, c'est-à-dire le traité de Tlatelolco, qui a été mentionné, qui dénucléarise l'Amérique latine, qui a été signé à l'initiative du Mexique à l'origine, et qui prévoit le corpus principal du traité, plus un ensemble d'actes de protocoles additionnels, qui s'adressent, ces protocoles additionnels ont la particularité de s'adresser aux États nucléaires. Et contiennent généralement deux types d'engagements: ne pas introduire d'armes nucléaires dans la zone en question et ne pas procéder d'essais dans la zone. Alors il y a également un troisième engagement qui est plus ou moins apparent selon les traités en question, c'est le non-emploi, la garantie de non-emploi, qui va de soi du fait que la zone est dénucléarisée. Alors je vous rappelle rapidement qu'il s'agit du traité de Tlatelolco, du traité de Rarotonga pour le Pacifique Sud, de Bangkok pour l'Asie du Sud-Est, de Pelindaba pour l'Afrique et de Semipalatinsk pour l'Asie centrale. Sachez tout de même que pour ce qui concerne la plupart de ces régions, il n'y avait quasiment pas d'armes nucléaires à l'origine. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, au sud du Rio Grande. Aucun État n'avait déclaré ni ne possédait officiellement d'armes nucléaires, bien que le Brésil et l'Argentine avaient des ambitions dans ce sens, auxquelles ils ont renoncé par la suite. Le Pacifique Sud, la question s'est posée par rapport au centre d'essai du Pacifique, centre d'essai français de Rarotonga, de Mururoa, et Fogatonfa, je crois qu'il y a deux îlots, voilà, et qui a suscité d'ailleurs une crise diplomatique entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France à l'époque. Et donc là, nous avons effectivement un cas de présence d'armes nucléaires par une puissance extra-régionale, mais qui exerçait une souveraineté dans la région, tout de même. Et de l'autre, nous avons l'Afrique. L'Afrique également, il y avait une présence d'armes nucléaires. D'abord, alors, ce qui est intéressant de noter pour le cas de l'Afrique, c'est que le premier projet des États africains pour la dénucléarisation de l'Afrique n'était pas dirigé contre l'Afrique du Sud, mais contre la France, qui procédait à des essais dans le désert algérien dans les années 60. Ensuite, c'était l'Afrique du Sud qui était devenu le focal. Et évidemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le problème ne se pose plus puisque l'Afrique du Sud a dénucléarisé et que le traité a permis donc de faire de l'Afrique une des premières régions au monde à se débarrasser, au sens propre, j'espère au sens plein du terme aussi, puisqu'il y a la question des sous-marins nucléaires qui croisent au large de l'Afrique, de l'arme nucléaire. Pour l'Asie centrale, bien sûr, Semipalatinsk, au cœur du processus, c'est surtout le Kazakhstan. Et le Kazakhstan est un État dénucléarisé au sens propre, puisque il figurait parmi les États fédérés donc, de l'URSS et à ce titre avait sur son territoire des armes nucléaires. C'est le même cas que l'Ukraine. Et le Kazakhstan, suite à la dissolution de l'URSS, n'était évidemment plus un État nucléaire. Nous avons, chose intéressante pour les zones dénucléarisées, le cas de la Mongolie. Alors la Mongolie, c'est un exemple d'un État qui s'est déclaré tout seul et unilatéralement zone dénucléarisée, pays dénucléarisé, par une déclaration officielle, plus ou moins reconnue par les États voisins, et qui fait donc de la Mongolie le seul État zone exempte d'armes nucléaires, c'est-à-dire une zone dénucléarisée à l'échelle des frontières nationales d'un pays, la Mongolie. Alors on relèvera que les traités de zone comportent bien sûr un certain nombre de protocoles. Alors la difficulté et le retard pris dans la mise en œuvre de ces traités est souvent lié au retard pris par certains États dotés de se joindre à ces protocoles, notamment les garanties de non-introduction d'armes nucléaires dans la zone. Alors ça a été notamment parmi les anecdotes une crise, l'épisode de la crise entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, la Nouvelle-Zélande voulant imposer, dans la stricte logique, bien sûr, du traité de Rarotonga, que les puissances dotées, les navires de guerre qui font relâche dans les ports néo-zélandais, déclarent si oui ou non ils ont des armes nucléaires. Évidemment, c'est contraire à la dissuasion. Et les États-Unis ont refusé, ce qui a interdit pendant un certain temps l'entrée des navires américains dans les ports d'Auckland
et les ports néo-zélandais en général. Mais la crise a été résolue par la suite. Voilà donc pour ce qui concerne, je ne sais pas combien de temps j'ai, je voulais... Voilà, donc c'est bien ce que je craignais. Simplement, je voulais mentionner quand même à titre, même si ce n'est pas des instruments au sens juridique, c'est du soft law, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais je pense qu'on y reviendra, qui mettent l'accent. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies au moment de la création de l'ONU traitait de la question de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Résolution numéro 1. 70 ans plus tard, en 2015, lors de la session, puisque la session actuelle vient de commencer, il y a eu plus de 54 résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, dont la moitié, ou plus de la moitié, concernent des questions nucléaires ou des questions de prolifération. Donc, c'est l'objet d'affrontements sérieux entre, d'une part, ceux, on utilise l'expression have been and don't have, ceux qui l'ont ou ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire. Voilà, alors très rapidement, je mentionnerai sur les crises actuelles. Elles portent notamment pour le TNP sur l'interprétation de la question de l'égalité entre engagement de non-prolifération pure, qui est au cœur du traité, et de l'autre, l'engagement de désarmement, qui est notamment inscrit dans l'article 6 du traité, et qui fait que, à l'occasion des conférences périodiques, il y en a une tous les 5 ans du TNP, ce débat revient avec des menaces de certains États de s'en retirer si l'engagement de désarmer figurant à l'article 6, alors il s'agit de savoir si c'est pour les États, par exemple, de savoir si c'est un engagement contraignant et lié au traité. Il me semble que oui, puisque on parle d'engagement de bonne foi de négocier le désarmement nucléaire, et la Cour avait, lors de l'arrêt sur les armes nucléaires de 1996, avait précisé qu'il s'agit non seulement d'une obligation de moyens, mais aussi d'une obligation de résultat. Les États dotés, généralement, mettent plutôt l'accent sur l'obligation de moyens, alors que les États non dotés mettent l'accent sur l'obligation de résultat. Ce qui fait que sur cette question, évidemment, la négociation est bloquée. Alors, parmi les projets, enfin, pour terminer, oui, je terminerai par là, je pense qu'au niveau du débat, on pourra y revenir. Le TIS, actuellement, tout est bloqué, le traité d'interdiction complète des essais. Je vous rappelle tout de même que ce traité a été signé en 1996, ça fait donc plus de 20 ans. Il n'est toujours pas entré en vigueur. Les grandes puissances nucléaires comme la Chine ou les États-Unis ne l'ont pas ratifié, alors que les 3 autres nucléaires officiels l'ont fait, France, Royaume-Uni et Russie. Donc on est en face d'un blocage, mais ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est que des États qui ont l'arme nucléaire, qui ne sont pas officiellement bienvenus au club, je pense notamment à l'Inde, au Pakistan, à Israël et à la Corée du Nord, ne l'ont ni signé ni ratifié. Et enfin, le grand débat qui peut-être pour les prochaines années, mais je reste assez sceptique probablement assez sceptique sur le résultat parce que les probabilités sont faibles d'aboutir, c'est un projet de convention d'interdiction générale des armes nucléaires qui a été proposé aux Nations Unies, qui fait l'objet de discussions, mais on en est vraiment au stade de discussion du projet, non pas au stade de projet comme sur le cut-off, par exemple, qui vise à interdire la production de matières fissiles à usage militaire, qui est discuté à la conférence du désarmement, qui, là, n'a pas encore abouti. Voilà, je vous remercie pour votre patience, et puis donc, on aura l'occasion d'échanger dans le débat. Merci. Merci. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir les poser. Je ferai d'abord juste une simple petite remarque. Il y a des États qui peuvent se donner plus facilement en bonne conscience en se dénucléarisant que d'autres. Pour la Mongolie, quand même, il n'était pas très difficile, c'était pas très risqué, n'est-ce pas, de se déclarer dénucléarisé. Je vois mal comment la Mongolie aurait pu se doter d'une arme nucléaire. Bon, passons sur ce point. Oui, alors l'Afrique du Sud est un cas différent. La population est différente. La capacité de se doter d'une arme nucléaire est réelle en Afrique du Sud. En Mongolie, il n'y a pas de capacité de se doter d'une arme nucléaire propre de la part des gouvernants de la Mongolie.
par ailleurs, quand même, il y a une hypocrisie dans le monde parce que la quasi-totalité des États ont signé le TNP, le traité de non-prolifération. Or, parmi ceux qui l'ont signé, donc qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires, officiellement, vous les avez cités, hein, il y a Israël, dont on est sûr qu'il dispose de l'arme nucléaire, il y a l'Inde et le Pakistan. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez intéressant, il y a seulement quelques jours, il y a toujours des échauffourées entre l'Inde et le Pakistan sur les frontières. Il y a quelques jours seulement, c'est passé dans un entrefilet, mais le Pakistan a menacé l'Inde d'utiliser l'arme nucléaire si l'Inde continuait à envoyer des soldats sur la frontière. Alors, c'est une menace en l'air probablement, mais tout de même, c'est intéressant de relever ce type de comportement de la part d'un pays qui, officiellement, ne dispose pas de l'arme nucléaire et, en réalité, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Concernant l'Inde et le Pakistan, je ne pense pas que Enfin, je suis peut-être trop optimiste. Hein. Je ne pense pas que ça ira à un conflit nucléaire. Non. Ils sont dans une dissuasion réciproque. Ils sont dans une logique de dissuasion. Périodiquement, d'ailleurs, ils bombent les muscles des deux côtés. Mais on a remarqué que depuis que les deux pays sont dotés de l'arme, il y a eu énormément d'incidents. Il y a eu même une guerre dans les hauteurs de l'Himalaya, au nord du Cachemire, dans l'Hindou-Kush. Et là, ils n'ont utilisé que des armes conventionnelles. Il y a eu des pertes de part et d'autre. C'était une guerre au sens conventionnel du terme, même si elle est restée limitée à la zone de l'Hindou-Kush. Mais ils ont mis en alerte à l'époque leurs arsenaux, mais je pense que c'est suicidaire pour eux, parce que pour l'un ou l'autre, le Pakistan qui utiliserait l'arme nucléaire contre l'Inde, c'est vrai que c'est la dissuasion du faible au fort, mais le Pakistan serait rasé. Et le coût pour l'Inde aussi d'un engagement nucléaire, c'est aussi d'en subir un prix qui serait autrement plus important que ce que représenterait le Cachemire pour elle. Voilà, si c'est pour répondre sur ce cas particulier. Mais concernant la Mongolie, si vous permettez, j'aimerais y revenir parce que on peut dire la même chose effectivement des États africains. Quels intérêts est-ce qu'eux-mêmes disent qu'ils renoncent à l'arme nucléaire s'ils n'ont pas la capacité de le faire? Ça paraît effectivement évident. Le coût à payer est très faible. Mais pour la Mongolie, on pense que c'est un jeu diplomatique. Elle a derrière la tête, bien sûr, la Mongolie n'a aucune chance ni aucune capacité pour avoir l'arme nucléaire, si tant est qu'elle en a l'ambition. Mais c'est derrière l'esprit des Mongols, c'est plutôt le jeu, leur situation géopolitique d'état tampon entre la Russie et la Chine qui a joué incontestablement. Et ils voulaient avoir l'assurance que demain, ils ne seraient pas en but à des pressions à la fois de la Russie ou de la Chine pour l'installation d'armes nucléaires, ou même qu'ils seraient visés dans l'optique peu probable d'une guerre nucléaire entre la Chine et la Russie. Donc c'est vraiment pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la prolifération pour le cas de la Mongolie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, mais officiellement, ça permet quand même à ce pays de se présenter comme étant un pays blanc, vertueux, moi je renonce, vertueux, voilà. Ce qui est toujours bien sur la scène internationale d'apparaître comme vertueux, hein. En revanche, il y a toujours des risques pour d'autres pays. Je vous signale, et il y a quelqu'un ici dans la salle qui pourrait en parler mieux que moi, puisqu'il est né de ce pays. Si vous prenez Taïwan, je peux vous dire qu'il y a toujours des missiles chinois avec tête nucléaire qui sont toujours, à l'heure actuelle, pointés sur Taïwan. Et c'est juste à côté. Hein. Là, si la Chine se mettait à envoyer, puis avec la Chine on ne sait jamais, mais des têtes nucléaires sur Taïwan, ça serait vite liquidé. Et ça prendrait, pour aller de Chine à Taïwan, ça prendrait dans les 10 minutes au maximum. Hein. Voilà. Si je peux réagir par rapport à Taïwan, si vous permettez. Je ne pense pas que là aussi on va aller vers un conflit nucléaire, sachant que pour les Chinois ont toujours eu, je parle de la Chine de Pékin, hein, puisque Taïwan est chinoise aussi, chacune se réclamant de la culture chinoise. Je parle de la grande Chine, la Chine continentale, ne va pas risquer une guerre nucléaire avec les États-Unis
pour Taïwan. Je pense que Taïwan bénéficie du parapluie nucléaire. Jusqu'à quel degré? Bien sûr, il faut voir avec l'évolution de la stratégie américaine sur le pivot au Pacifique. Si la Corée du Sud et je ne parle pas du Japon évidemment, la Corée du Sud et Taïwan peuvent être des enjeux de guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à là, puisque les Chinois savent très bien qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain degré Les Chinois avancent par petits pas dans la stratégie. C'est d'abord les îles, de la mer de Chine du Sud, mais de là à attaquer Taïwan, je pense que contextuellement aujourd'hui, c'est quasiment très peu probable. Qu'en pense M. Chang? Oui, en fait, tout à fait, je suis d'accord avec monsieur que vous avez prévoqué. Et en fait, à Taïwan, n'est pas, toutes les situations n'étaient pas actives pour nous. On est toujours, on peut dire, sont contrôlés par les États-Unis. En fait, selon l'histoire, en 1964, dès que la République populaire de Chine, ça veut dire la Chine, il a fait la test pour sa première bombe A, et puis il a commencé à développer le nucléaire. Et puis, en même temps, à Taïwan, notre nom officiel, c'est République de Chine. La Chine, c'est République populaire de Chine. Taïwan, c'est République de Chine. Et donc, à Taïwan, on a essayé de aussi, pour ne pas attaquer par la Chine. Donc, on a commencé à faire recherche dans le domaine de nucléaire militaire. Et puis, on a établi en 1968, il y a un Institut national de sciences et de technologies nucléaires. Et puis, en 1969, on a établi un institut de recherche sur l'énergie nucléaire. Et puis, pour développer ce genre des armes, Taïwan, quand même, on était le membre fondateur des Nations Unies en 1945, mais à cause de la problème diplomatique, donc on est expulsion de l'ONU en 1971. Et puis, Taïwan est isolé par la société internationale. Donc, à ce moment-là, à partir de 1971, Taïwan commence à développer secrètement l'arme nucléaire. Et puis, quand même, Taïwan est adhère au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le 1er juillet 1968, mais après l'expulsion, on a seulement, non seulement expulsion de l'ONU, mais aussi expulsion de l'AIEA en 1971. Mais en même temps, les États-Unis nous demandaient de signer un accord avec lui. Donc, on a plusieurs accords concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire avec les États-Unis. En fait, après ça, Taïwan trompé dans tout le contrôle des États-Unis. Par exemple, en 1974, le CIA il conclut que Taïwan effectue le petit programme nucléaire avec une option d'armes. Et puis, à Taïwan sera peut-être fabriqué un engine nucléaire au bout de 5 ans. Donc, le gouvernement américain il fait enquête. Et puis, il fait partie des inspecteurs
AIEA et de américaine en 1976 et 1977. Et puis, il fait entrer dans les deux instituts à Taïwan. Et puis, ils ont fait recherche sur ce que le gouvernement taïwanais a fait. Et il a trouvé qu'en 1986, le gouvernement taïwanais a fait un essai de hydronucléaire de petite dimension. Et donc, en 1987 et 1998, à Taïwan, le gouvernement américain a un espion qui est d'origine taïwanaise, qui s'appelle Chen Yi-chong, et puis il est l'un des 4 directeurs adjoints de l'Institut de recherche sur l'énergie nucléaire. Et puis ce monsieur, il donne de nombreux documents secrets concernant le développement des armes nucléaires de Taïwan à le Central Intelligence Agency des États-Unis. Donc le gouvernement américain fait partie des gens d'entrer dans les installations et puis détruire toutes les installations et tous les documents relatifs à la fabrication des armes nucléaires. Et donc à ce moment-là, Taïwan entre dans une étape qui est plus on est contrôlé, plus strict par les États-Unis. Donc ça, c'est une histoire noire. Donc peut-être pour les étrangers ne savent pas. Oui. Oui. Non, on ne savait pas. Merci de ces informations qui montrent aussi qu'il y a tout de même un certain nombre de pays dans le monde qui, tout en n'étant pas dotés de l'arme nucléaire, seraient en capacité de s'en doter d'une dans des délais relativement brefs. Et à Taïwan, mais aussi sans doute dans d'autres pays, il y a des ingénieurs hautement spécialisés dans le nucléaire.